Quel avenir pour l'humanité ? Quel avenir pour l'humanité ? Des leviers de vitalité. Posé dès 2015 face au transhumanisme, à l'IA, à ChatGPT et à la fascination numérique, il est temps de nous poser la question de ce que nous souhaitons comme humanité actuelle et à venir. C'est en clarifiant qui nous sommes et vers quel type d'humanité nous souhaitons nous diriger que nous pourrons prendre les décisions pertinentes pour aujourd'hui et demain. Altercop a tenté de répondre à cette question en interviewant de nombreux acteurs aux profils divers afin d'apporter, comme un kaléidoscope, leur regard pluriel sur cette question centrale. Bonjour André-Yves, pouvez-vous nous dire qui vous êtes ? Qui suis-je ? Je fus un scientifique dans les sciences dures et je suis passé aux sciences de l'homme qui sont les plus importantes. J'ai fait un parcours de chimiste, de chercheur en métallurgie nucléaire et puis j'ai trouvé de l'oxygène en devenant journaliste pendant 22 ans et c'est là que j'ai appris le plus de choses. Parce que le bon journaliste est un bon chercheur, devrait être un bon chercheur. C'est-à-dire se poser des questions sur qui, quoi, comment, pourquoi, quel est le sens de tout ça. Et d'ailleurs, le journalisme aujourd'hui doit trouver le moyen d'innover lui aussi pour conserver son métier. Comme tous les métiers doivent se ressourcer et sont remis en cause. J'ai travaillé sur la prospective, je fais de la prospective, je travaille avec le groupe Futurible, qui est le principal groupe privé en France de prospective, le groupe indépendant, c'est l'école française créée par Bertrand de Gionel notamment. Et je travaille sur l'immatériel. Depuis plus de 30 ans, j'ai eu la chance de co-rédiger le premier rapport français sur l'immatériel. Est-ce que vous pouvez dire ce que c'est pour les personnes ? L'immatériel est très mal compris. Déjà, il y a 32 ans, dans notre rapport à la révolution de l'intelligence, on avait cru nécessaire de dire mais l'immatériel, la révolution immatérielle, c'est pas la révolution de la téléphonie, de la télématique, c'est pas la révolution de la connaissance, c'est autre chose. Et aujourd'hui, on la confond beaucoup avec le numérique. Le numérique. Dès que je dis l'immatériel, on me répond Internet. Non, Internet véhicule de l'immatériel. L'immatériel, c'est quoi ? C'est tout ce qui fait que nous prenons des décisions, nous agissons. C'est-à-dire, c'est tous les ressorts de la décision humaine. C'est naturellement les connaissances, parce que les connaissances nous permettent de faire des choses. Mais l'ignorance, il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, aux quatre coins du monde, c'est l'ignorance d'abord, et c'est certains modèles mentaux qui font qu'on agit d'une certaine façon. Si on tue des gens simplement parce qu'ils ont les oreilles un peu plus longues ou parce qu'ils ne pratiquent pas la même religion, c'est le modèle mental de « j'ai le droit de détruire l'autre, l'autre n'a pas une valeur en soi ». Et il est coupable d'appartenir à un groupe, c'est la punition collective. Si nos grandes organisations sont très souvent mal gérées, c'est aussi parce que le modèle mental, c'est je suis le chef et donc j'ai raison et donc je décide, je n'écoute pas les autres. C'est le modèle pyramidal. L'ordre, c'est le cristal parfait, chaque atome est à sa place. Ça fait penser à... on a une façon de le nommer aussi, ça se recroise peut-être, c'est ce qu'on appelle les architectures invisibles. Oui. C'est peut-être du même ordre, c'est-à-dire entre ce qui est visible et observable, ce lieu de la paillasse va induire des comportements, cette configuration induit une façon de converser. Est-ce que c'est aussi un petit peu de ces Mais oui, d'accord. Nous sommes par ce que nous sommes, notre culture, notre passé, nous-mêmes, mais nous exprimons une partie de notre personnalité en fonction des interactions avec notre contexte. Je ne suis pas le même à côté de vous que tout seul ou que avec d'autres personnes. Et vous pouvez me rendre plus compétent ou moins compétent. La compétence, par exemple, on dit « Ah, un tel est compétent ». C'est un bon professionnel. Non, vous êtes responsable de la compétence de vos collaborateurs.
Selon ce que vous permettez, autorisez, ce que vous... Si vous ne m'écoutez pas, si je sais, et je travaille avec vous depuis 10 ans et je sais que vous ne m'écoutez pas, je ne vais rien vous suggérer, je ne vais même pas penser à avoir des idées. J'exécuterai fidèlement, bêtement, les consignes, même si je sais qu'elles sont stupides, j'appliquerai, je serai bête et discipliné, puisque je sais qu'on ne m'écoute pas. Si je sais que vous m'écoutez, alors je vais essayer de vous dire des choses qui vous intéressent. Ça va enrichir, ça va développer, ça va grandir. Et vous voyez, le fait de penser à qu'est-ce qui vous intéresse, c'est un actif d'une entreprise. Avoir de l'empathie pour l'autre. Si j'ai de l'empathie pour vous, les bons esprits diront « Ah, ça c'est gentil ». Non, c'est efficace. Si j'ai de l'empathie pour vous, je suis capable d'imaginer l'objet qui va vous intéresser et que vous allez acheter, que vous allez me payer. Pour réaliser une transaction dans la société, il faut être capable de communiquer avec l'autre, de lui faire comprendre ce qu'on lui offre, de lui donner envie de consommer ce qu'on lui propose. Et ça veut dire qu'au départ, il faut avoir de l'empathie pour l'autre pour comprendre qu'est-ce qui représente de la valeur pour l'autre. Parce que voilà, l'immatériel, c'est ça. On achète et on vend de l'immatériel. Les bons esprits, toujours, vont nous dire il faut tout comptabiliser, il faut tout mesurer. Ah oui, on mesure tout. On mesure les coûts. Je sais combien je vais dépenser pour faire quelque chose. Mais ce quelque chose n'a peut-être strictement aucune valeur si ça n'intéresse personne. Donc, je peux fabriquer un bel objet ou construire un service qui n'intéressera personne, qui m'aura fait plaisir parce que moi, hyper-technicien, j'aurais résolu des équations mathématiques, je me serais démontré que je suis un grand technicien. Seulement un grand technicien dangereux si j'ai pas d'empathie. Si j'ai de l'empathie pour vous, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui va vous intéresser parce que vous espérez. Finalement, les seuls marchés, c'est des marchés du plaisir, ou plutôt de l'espoir du plaisir. J'achète un objet ou je vais quelque part parce que j'espère que j'y trouverai un avantage, un plaisir, quelque chose qui me fera me sentir mieux. Avec les choses que vous avez déjà commencé à brosser, entre ce que vous avez fait, puisqu'on était parti de votre présentation, et ce petit moment sur l'empathie, si je ramène à la question qui m'amène à ce qu'on dialogue aujourd'hui, quelle serait votre vision à vous de l'humanité vers laquelle nous allons et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y parvenir ? Vous savez, l'attitude prospectiviste, c'est de toujours dire, quand on lui demande où va-t-on, la réponse c'est ça dépend de vous et de moi. Et il n'y a pas un avenir vers lequel on va. Il y a un scénario tendanciel. Si chacun de nous ne prend pas d'initiative, si on ne change rien, nous allons à des catastrophes majeures. Et on peut même décrire cette catastrophe. Nous sommes, et c'est ce que nous avons appelé il y a 30 ans la révolution de l'intelligence, nous sommes à la première époque, depuis 50 ans, depuis Hiroshima, où l'homme a acquis assez de puissance pour détruire toute vie sur Terre. Déjà dans les années 60, on disposait, je crois, de 50 fois le potentiel nucléaire nécessaire pour faire en quelques jours détruire toute vie sur Terre. On n'est pas nécessairement très impatient de se suicider, donc on peut attendre une génération ou deux en continuant à consommer, à produire comme nous le faisons actuellement. On tue les autres altérités, mais on ne se suicide pas complètement en termes d'espèces. Oui. Vous savez, ça... Edgar Morin a dit une chose très juste, la vision complexe, c'est l'antichambre de la solidarité. La vision complexe, c'est voir les interactions. Près de Naples, les mafieux de la région déversent n'importe quel déchet toxique dans les champs. Ils polluent le sol, ils polluent l'eau, ils polluent donc les légumes et les fruits qui sont récoltés là, le lait des vaches, des chèvres.
Et leurs enfants mangent ça et ils s'empoisonnent. Il y a un militant anti-mafieux qui a essayé d'aller voir les chefs mafieux, les boss, en leur expliquant qu'ils gagnent du fric en empoisonnant leurs enfants. Eux aussi, mais surtout la génération qui vient. Et c'est ce manque de capacité à voir les conséquences globales de nos actes. Nous voulons du porc pas cher, on est donc on est content d'acheter du porc pas très cher, mais en même temps, on va protester parce que l'eau est polluée par l'élevage industrialisé. Donc, et on ne fait pas le lien entre les deux. Quelque part, on a quand même une petite obligation à apprendre à penser complexe, à penser pluridisciplinaire absolument. Et à penser global, si je vous écoute bien. L'une des interpellations que tout citoyen devrait faire aux politiques, c'est qu'est-ce que vous faites pour que l'école devienne l'école du citoyen qui a appris à voir globalement les choses, à avoir saisi les interactions et donc les solidarités qu'il y a entre nous. Que l'on aime ou pas notre voisin, notre destin est solidaire du sien. Et on ne réussit qu'ensemble. Alors que l'école enseigne à réussir contre les autres, et elle donne déjà le spectacle de professeurs qui ne collaborent pas entre eux. Le professeur d'histoire ne collabore pas avec le professeur de lettres. Comment peut-on expliquer aux enfants le phénomène qu'est la Renaissance, alors que le professeur d'histoire l'enseigne avec 1515 Marignan? Le professeur de lettres fait apprendre Ronsard. Le professeur de dessin, qui en général n'existe pas, eh bien, il n'a pas voix au chapitre. Et le professeur de sciences, il ne connaît pas l'histoire des sciences, alors il ne va rien dire du tout. Il faudrait que ces 4 professeurs collaborent, fassent des projets, fassent faire travailler les élèves ensemble sur comment expliquez-vous ceci, allez au Louvre et regardez ça, et quel rapport avec le développement scientifique, la pensée, etc. Mettre ensemble, religarer. Bon, et il y a ça, et c'est un passage nécessaire, mais aujourd'hui aussi, le scénario de continuité, c'est l'acceptation de la construction d'inégalités de plus en plus grandes, toujours au nom, en fait, de la loi du plus fort. Autrefois, il y avait le jugement de Dieu. Le chevalier qui tuait l'autre avait raison. Son bras avait été armé par Dieu. Aujourd'hui, depuis 35 ans, depuis l'ère Thatcher, et la prise en main de l'économie par les ultra-financiers, les Chicago Boys, le jugement de Dieu a été remplacé par le jugement du veau d'or, c'est-à-dire le marché parfait. Or, le marché parfait, tous les économistes sérieux nous expliquent depuis 30 ans que ça n'existe pas. Il n'y a pas de marché parfait. Néanmoins, il faut respecter le marché parfait et donc les sociétés hyper financiarisées gèrent les apparences et gèrent leur valeur en bourse, qui ne veut rien dire, et non pas l'avenir de l'entreprise. Et donc on tue des entreprises en gérant du vent, mais au profit de certains. Et on rend de plus en plus riches des minorités, on accroît les inégalités. Un journal qui n'est pas tout à fait gauchiste, le Financial Times, même s'il est imprimé sur papier rose, il n'est pas tout à fait gauchiste, a fait un éditorial il y a 3 ou 4 ans disant il faut innover le capitalisme, il faut réinventer un capitalisme durable, ce capitalisme de très court terme qui crée des inégalités et qui consomme les ressources aussi du monde, les ressources écologiques n'importe comment, il ne peut pas continuer très longtemps parce que sur le plan économique, et ça aboutit à des crises et à des catastrophes. Il est anthropique. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il mange tout ce qu'il touche. Alors, oui, je reviendrai juste dans un instant là-dessus. Mais le Financial Times disait, mais sur le plan politique, sur le plan social, c'est pas possible, il y aura des explosions. Et nous voyons qu'aujourd'hui, il y a une montée des populismes néofascistes ou d'extrême gauche dans tous les pays européens, alors que sans justification réelle, autre que la montée de la pauvreté et le scandale des inégalités. Vous parliez très justement des ressources. Il y a une très
très intéressante historienne américaine qui est morte malheureusement il y a une dizaine d'années, Barbara Tuchman, qui a écrit un très beau livre épuisé en France, La marche de la folie, dans lequel elle explique que depuis toujours on a pris des décisions stupides qui se sont retournées contre l'intérêt de ceux qui les ont prises. Par exemple, les conseillers du tsar et les conseillers de l'empereur d'Autriche ont voulu déclencher une guerre rapide, joyeuse et victorieuse pour régler leurs problèmes internes. Et ils sont morts. Et les deux empires sont morts. Alors Barbara Tuchman explique qu'autrefois, c'est au XIXe siècle, on pouvait encore se permettre de faire des gâchis énormes. Les Américains avaient tout l'Ouest. La Russie avait toute la Sibérie. La mer était immense, on pouvait jeter n'importe quelle merde dedans, on n'était pas pollué. Oui, maintenant, les effets sont là. Les effets sont là. Le territoire est complètement pris on a le sixième continent qui fait que notre espace de qualité de vie rétrécit au fur et à mesure. Absolument. On a découvert une évidence, c'est-à-dire que la Terre est illimitée. Oui. Mais en fait, la mondialisation, elle a toujours existé. Nous sommes 2 siècles après l'explosion d'un volcan en Indonésie qui avait fait seulement 40 000 morts localement. Et il a tué des millions de personnes dans le monde parce que les poussières se sont répandues dans le ciel. Ça a été 1815, l'année sans soleil, l'été sans soleil, on dit les Anglais. Ça donnait d'ailleurs de très beaux tableaux, je crois, de Turner, des ciels extraordinaires dus à ces poussières. Bon, alors, par contre, il y a eu, par exemple, au Bengale, de mauvaises récoltes, donc famine, donc choléra aggravé. Le choléra a fait le tour de la planète. Et des millions de personnes sont mortes. À cause de ce premier événement. Oui. Et donc, on ne peut pas se dire, on s'en fiche de ce qui se passe aux antipodes, il y a des injustices, tant pis. Non, donc ça veut dire que si on ne bouge pas, on risque la catastrophe, on risque le pire. Oui, et on n'a que le choix entre les différents types de catastrophes. Voilà. Et si on voulait être agissant, si on pouvait envisager quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait envisager ? Eh bien, il faut donner de la force à l'autre tendance millénaire. Je vous ai parlé de la loi de la violence, la loi du plus fort, qui induit aussi une échelle de valeurs. Le plus fort a le droit d'écraser les autres. Et donc la vertu pour les autres, autres que moi, c'est l'obéissance, les serfs, les esclaves. Il faut être fidèle à notre religion, fidèle à notre suzerain, etc. Des sujets fidèles. Et enfin, punition collective. En face de punition collective, la loi du talion d'Antiquité, mais elle est toujours appliquée. Et lorsque il y a un attentat terroriste, on dit « Ah, ça c'est une punition collective », mais quand on bombarde Dresde ou Düsseldorf ou Hiroshima, c'est aussi une punition collective. Bon. Et en face de ça, il y a une aspiration, une tendance aussi ancienne, c'est la force doit rester à la loi, et la loi doit être égale pour tous, et chacun en tant qu'individu est une valeur, car chaque individu est différent de tous les autres. Ça remonte à l'Antigone de Sophocle, ça remonte à Athènes, aux lois de Dracon et de Solon, donc 6e siècle avant Jésus-Christ, loi disant chacun est responsable de ses actes et non pas de son appartenance à un groupe, de ses actes et de son intention, parce qu'on va distinguer l'assassinat, le meurtre, de l'homicide par imprudence. Déjà dans l'Athènes du VIe siècle. Alors, il a fallu du temps pour que tout ça entre dans les réalités. Mais c'est pour dire que les droits de l'homme, qui sont les droits de l'individu, à ne pas opposer à la société, car tout individu, comme vous disiez tout à l'heure, fait partie de la société et il est par son interaction avec la société. Mais les droits de l'homme ne sont pas une fantaisie européenne, c'est pas une invention du XVIIIe siècle, c'est une vieille tendance, aussi, c'est une vieille aspiration de l'humanité. Et quelque part, c'est le moyen d'avoir cette équivalence de droits
entre les personnes et de droits et de responsabilités, c'est le moyen de tenir ensemble de façon durable. C'est ça que vous dites. Exactement. J'ai, avec mon ami Hervé Seriex, étudié toute une série d'entreprises qui sont rentables, non pas sur 3 ans, mais sur 30 ans ou plus. De petites entreprises, notamment françaises, on cite souvent la Favi, mais on peut en citer bien d'autres. De grandes entreprises, souvent américaines. Mars est une entreprise familiale. SAS Institute, qui est la plus grande entreprise privée de logiciels. Dernier chiffre d'affaires, 2,5 milliards, je crois. Costco, qui est le 5e distributeur américain. Toutes ces entreprises, elles se caractérisent par 3 principes. Les dirigeants ont une ambition de long terme et une vision de long terme. Ils ne gèrent pas l'action dans 3 mois. Ils gèrent l'avenir et la prochaine génération, souvent. Deuxièmement, ils respectent la dignité des gens, des autres. Dans l'entreprise, celle des salariés. À l'extérieur de l'entreprise, les autres parties prenantes, d'abord les clients, mais aussi les actionnaires, mais aussi la société en général. Et ils ont de l'empathie pour les autres, donc ils les comprennent, donc ils savent qu'est-ce qui fait valeur. Et troisièmement, ils ont compris, tout bêtement, qu'on est plus fort ensemble que tout seul. Et donc ils jouent l'alliance. Et ils ont compris que si on veut faire des alliances durables, il faut, même si on est une crapule, se comporter de façon loyale. On ne peut pas utiliser dans la durée l'intelligence des autres en les prenant pour des imbéciles. C'est comme si notre avenir d'humanité, de par les excès que nous avons réalisés, nous poussait à manifester ce que nous avons de meilleur. Même si les philosophes se sont battus tous les temps sur la nature de l'homme est-elle bonne ou mauvaise, c'est comme si là, notre avenir ne pouvait pas être autrement que de manifester ce qu'on a de meilleur. C'est ça ? Exactement. Et donc, il y a 2 visions de l'entreprise, en somme, qui s'opposent. La vision de la violence, l'entreprise est une valeur financière qu'on achète, qu'on revend, qu'on tue, si ça permet de faire plus de fric. Et moi, propriétaire, j'ai tous les droits. Et puis, il y a l'autre opposition. Alors, c'est le paradigme qui est dominant dans notre monde occidental. Ce n'est pas la vision d'un certain nombre d'entreprises orientales et qui, pour des raisons pas nécessairement toujours humanitaires, ont une vision de long terme, une ambition de long terme. Par exemple, Samsung a réussi à donner le pion pendant un certain temps à Apple en téléphonie parce qu'en pleine crise, ils ont investi en recherche et développement alors que la plupart des entreprises, des 1000 premières entreprises, baissaient, ce qui était une stupidité, car la recherche, c'est peu par rapport au chiffre d'affaires. Et Samsung a augmenté son effort de recherche et il est devenu numéro 1 des ventes de smartphones. Alors, il y a ça. Et l'autre vision de l'entreprise, c'est l'entreprise, c'est un groupe d'hommes. Alors, ça a été très bien dit par le fondateur en 1938 du Centre des jeunes dirigeants, qui s'appelait à l'époque le Centre des jeunes patrons. C'est un mouvement aujourd'hui de 4000 et quelques jeunes patrons. Et le fondateur en 1938 a dit « Une entreprise, c'est une association de personnes qui travaillent ensemble pour créer de la valeur pour elles, mais aussi pour la société. » Pas l'entreprise, pour la société tout entière. Et il a écrit « Le profit est nécessaire, mais il n'est pas la finalité de l'entreprise. » Moi, je traduis ça par nous respirons pour vivre, nous ne vivons pas pour respirer. Le profit, c'est comme la respiration. Donc, c'est confondre le moyen et la finalité. Exactement. C'est comme si on était parti. De par le fait que le marché a pris la main sur les instances politiques qui avaient comme caste, puisque le marché financier. De toute éternité, on sait, enfin humaine, on a eu des castes qui étaient ordonnancées d'une certaine manière. Donc on a eu les prêtres d'abord, les gouvernants ensuite, les guerriers, les commerçants et les agriculteurs ou paysans. Et là, on a une inversion de caste en ayant, on va dire, les commerçants de façon générale. Mais bon, donc ce marché dérégulé qui a pris la main sur le politique. Et donc ceux qui conçoivent la cité
ne la conçoit plus puisqu'ils n'ont plus les moyens de la concevoir. Absolument. Et ceux qui la régissent, mais dans des échanges à court terme, qui ont toujours été des échanges à court terme, puisque ce sont des échanges sur une durée de vie humaine, donc qu'est-ce que je gagne là maintenant pour tout de suite, on fait complètement inverser les priorités, les temporalités. Et je pense que ça participe beaucoup de la difficulté dans laquelle on est. Et donc, comment est-ce qu'on peut retrouver du souffle et remettre les choses dans le bon sens, en fait? Alors, ce qui me, non pas rassure, mais ce qui me donne espoir, c'est que nous vivons un paradoxe aujourd'hui. Le monde a été pris en main par cette tendance ultra-financière, qui est le paradigme de la violence et du « après moi le déluge ». C'est ça. Ah, c'est pas nouveau, après moi le déluge, puisqu'on l'a attribué à Louis XV. Mais en même temps, lorsqu'on voit comment évoluent les valeurs des hommes en Europe, mais dans le monde en général, il y a une montée d'aspirations éthiques et solidaires, les aspirations éthiques, en tout cas, sont majoritaires, en tout cas en Europe, probablement dans le monde à partir d'un certain niveau d'information et de développement. Lorsqu'on demande aux Européens qu'est-ce que c'est qu'un bon travail, la réponse c'est pour 2/3 être bien payé, ce qui n'est pas anormal quand même, mais faire quelque chose d'intéressant qui m'intéresse, qui me permette d'avoir le sentiment de réussir quelque chose. Je veux m'épanouir, faire quelque chose qui a du sens. Et troisièmement, au même niveau, travailler avec des gens intéressants, des gens qui me respectent, être respecté, reconnu par les autres. Donc vous voyez, il y a à la fois le social et l'individuel qui vont ensemble, qui sont complémentaires. Et 1/3 des Français, 20% des Français et 30% des Européens ajoutent « un bon travail est un travail qui est utile pour la société ». Donc c'est une aspiration éthique forte. C'est une aspiration éthique et puis ça remet dans ce que j'étais en train de rappeler, ça remet aussi le sens de la cité en haut. C'est-à-dire qu'il y a une aspiration de sens qui est à la fois transcendantale pour certains, on touche à la transcendance, quelle que soit la manière d'y répondre. Donc sagesse, spiritualité et autres, et aussi de l'ordre de la cité, c'est-à-dire cette envie d'avoir un sens au service du bien commun, on dirait aujourd'hui. Oui, du bien commun, exactement. Mais ça veut dire que les citoyens veulent remettre la structuration de société dans le bon ordre, parce qu'elles sentent bien que ça ne permet pas autrement d'être pérenne pour les enfants qu'elles font elles-mêmes. Exactement. Et vous soulignez les enfants, donc la dimension du temps. C'est ça. Donc, en fait, la rupture politique, mais avec un grand P, c'est est-ce que je m'occupe du court terme ou je suis dans le long terme? Le temps des bâtisseurs, aussi bien entrepreneurs comme politiques, c'est le temps long. C'est ça. Et aujourd'hui, malheureusement, la plupart de nos politiques ont perdu la confiance des citoyens dans tous les pays, parce qu'ils gèrent le temps court, les prochaines échéances électorales. Et ce qui m'horripile, c'est que depuis plusieurs années, des gens sérieux me disent « mais c'est normal que les politiques ne disent pas la vérité aux citoyens, autrement ils ne seraient pas élus ». Et ils trouvent ça légitime. Et je rappelle que Churchill a gagné la guerre parce qu'il a dit aux Anglais « je vous promets du sang et des larmes ». Et donc il a été cru. Parce qu'il disait la vérité. Et il a obtenu la victoire. Nous, on nous dit demain on rase gratis si vous votez pour moi. On aura du sang, des larmes et la défaite. La défaite sous toutes ses formes, la défaite économique, la perte de l'emploi. Personne n'ose employer ce type de discours dans ce que nous avons institutionnalisé en partie. C'est-à-dire que des êtres, il y en a peut-être quelques-uns qui auraient cette puissance-là de discours politique, mais ils n'ont pas la visibilité et ils ne sont pas institutionnalisés dans les partis, dans leur configuration actuelle, pour être présents. Là, on n'a plus qu'une majorité de personnes qui ont des ambitions personnelles et qui, du coup, sont très en miroir avec le marché. Mais pas du tout avec le long terme, pas du tout avec du durable, pas du tout avec du bien commun. Edgar Morin et le professeur italien Mauro Cerutti ont écrit un très beau livre, petit, que je recommande, Notre Europe.
dans lesquels ils disent en gros il faut choisir quelle Europe nous voulons, celle de Hitler, de Mussolini, de Madame Le Pen ou celle de Goethe, de Rembrandt, de Voltaire, des droits de l'homme. Bon, alors il résume la situation en disant les hommes politiques n'ont pas une vision globale, ils ont une vision fractionnaire, ils ne comprennent pas donc la crise, ils ne comprennent rien, ils ne voient pas les problèmes et donc ils suivent les conseils de techniciens, de technocrates, et ces technocrates qui ont aussi une vision fragmentée sont trop proches d'un certain nombre d'intérêts privés. Autrement dit, il y a corruption, il y a collusion, et à quoi cela peut aboutir? Un désastre. Alors, mon espoir, illusoire peut-être, c'est que la pression des citoyens... Parlez-nous d'autre espoir, je pense que c'est ça que les gens veulent entendre. Ils veulent de l'espoir. Alors... l'espoir, c'est que les citoyens fassent suffisamment pression sur les hommes politiques pour que certains hommes politiques, par vertu ou par lucidité, se rendent compte que si on continue comme ça, il y aura du sang va couler et eux seront les premières victimes. La scène est très proche du Parlement et ils risquent même de l'Élysée. Et tous ces braves messieurs, car il y a plus de messieurs que de dames là, risquent de se retrouver avec un caillou jeté dans la Seine. Un bis repetitas de la Bastille version exactement. Année 2000. Est-ce que ça serait erroné de votre point de vue d'imaginer qu'on pourrait, de par justement ces citoyens qui veulent se réapproprier, qui se réapproprie la politique et qui se réapproprie le terrain citoyen en faisant, hein, on a déjà mentionné dans la rubrique des faiseurs, des makers, etc. Est-ce que ça serait une illusion de croire qu'on pourrait rencontrer peut-être un ou plusieurs dirigeants philosophes? Est-ce qu'on pourrait revenir à ces sages qui pourraient nous diriger? Mais vous savez, Thucydide, commentant la désastreuse expédition des généraux athéniens en Sicile, avait dit « ce n'est pas parce qu'on est un homme d'action qu'il est interdit de penser, et ce n'est pas parce qu'on est un penseur qu'on ne doit pas agir ». Alors il faudrait effectivement des politiques philosophes. Philosophes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qui prennent de temps en temps le temps de prendre un peu de recul et de réfléchir. Quand je suis devenu journaliste, j'étais horrifié à ma première interview d'un président d'une confédération d'entreprises, que ce brave monsieur me remercie à la fin de l'interview en me disant « Ah, grâce à vous, j'ai pu penser un peu ». Je me suis dit « Comment un chef d'entreprise ne pense pas, sauf quand il rencontre un journaliste? Il ne pense pas, alors il agit sans penser ». Alors précisément, c'est très intéressant de regarder comment le système empêche de penser. Oui. On observe qu'un dirigeant de n'importe quel type d'entreprise n'a pas le temps de penser aujourd'hui, ou très peu. Et pourquoi? Parce qu'il a énormément de choses à gérer, c'est une chose, mais que les institutions, quelles qu'elles soient, produisent de plus en plus de complications, je ne dirais pas de complexité, de complications administratives qu'il faut gérer. Et donc, résultat, ils sont noyés dans des procédures ou à décider, pour d'autres, à les faire, à prendre des décisions pour éviter l'avocat, pour faire ceci, pour faire cela. Et résultat, ils sont noyés dans un quotidien. C'est comme si le système produisait tout seul les ressources pour empêcher que ceux qui ont la responsabilité de penser puissent penser. Exactement. Et donc, il faut vraiment que de ces personnes-là, il y ait une intention phénoménale, malgré un emploi du temps très chargé, de décider de garder encore un peu d'espace pour penser. Et la plupart vous disent, mais vos trucs, là, vos élucubrations, ça suffit. Moi, j'ai tout ça à gérer. Je suis dans le pragmatique et le quotidien. Oui, bien sûr, mais en même temps, qu'ils puissent aussi entendre combien ils sont pris dans un système où on leur enlève l'essence même de leur rôle, qui est d'avoir cette pensée globale, cette vision à long terme pour leur entreprise. Alors, ce qui me rassure, pas beaucoup, mais quand même, c'est que je constate qu'il y a des chefs d'entreprise, en général de petites entreprises, qui agissent, qui prennent le temps de penser, qui prennent le temps de réfléchir, qui délèguent. Pour avoir le temps, il faut déléguer. Il ne faut pas vouloir faire tout seul. Et d'autre part, lorsqu'on commence à parler comme ça, y compris dans les administrations, il y a une écoute. J'ai fait plusieurs interventions
auprès de fonctionnaires territoriaux, par exemple, à des endroits où le directeur général était éclairé, avait décidé d'essayer de mettre en place un management participatif, de donner la parole aux gens, de leur permettre de faire des erreurs, le droit à l'erreur, de leur permettre de les inciter à prendre des initiatives et les inciter à collaborer entre deux départements différents. Les gens de la base plébiscitent ce genre de choses. Tout de suite, ils réagissent de façon positive dès qu'ils sont rassurés sur la sincérité du propos, car d'abord, il y a l'étape de la méfiance. Ah, monsieur le directeur général, vous faites intervenir André pour dire ça, mais en fait, c'est un paravent, parce que tel jour, vous avez dit ça. Bon, il faut remonter la confiance. La confiance, reconstruire la confiance. Et ensuite, mais la confiance, ça se construit par des actes sur le terrain. Justement, le vrai pragmatisme, c'est de prendre le temps de réfléchir, de donner la parole. Les bons managers sont des managers qui écoutent les autres et qui cherchent à faire sentir, en somme, des chefs d'orchestre. Un chef d'orchestre, il commence par écouter chacun de ses musiciens, lui faire sentir qu'il y a un regard bienveillant sur chacun dans l'orchestre, pour que chacun ose prendre des risques et aller au-delà des limites qui s'est imposées. Et ensuite, le chef d'orchestre construit une vision partagée de qu'est-ce que nous voulons faire ensemble, quelle musique voulons-nous jouer, quelle est l'orientation stratégique, dans quel style nous jouons ce morceau de musique. Il vaut mieux dans un orchestre que tout le monde joue le jour du concert le même morceau de musique, mais aussi dans le même esprit. Et voilà. Alors il faut réussir à construire cette concertation. La stratégie, le sens ne s'impose pas. Il se construit ensemble, il se trouve ensemble. J'ai des cas, il y a une entreprise remarquable, qui est 300 personnes près d'Angoulême, l'entreprise Lippi, qui fait des clôtures. Et ils ont réuni tout leur personnel pendant 3 ou 4 mois en leur disant qu'est-ce que nous voulons être en 2017, c'est-à-dire dans 3 ans. Et ensuite, au bout de ce travail, les 2 frères qui dirigent l'entreprise ont dit à leurs employés, maintenant dans chaque équipe, vous élisez, non pas le chef, mais l'animateur. J'ai parlé avec une animatrice qui m'a dit, mais s'il y a 2 ans, on m'avait raconté qu'on allait organiser l'entreprise comme ça, j'aurais expliqué pourquoi ce n'était pas possible, et maintenant c'est moi l'animatrice. Voilà. Si on construit sur la confiance quelque chose, mais la confiance doit se mériter, on peut aller très loin. C'est donc possible dans les petites confiances. Les coopérations. Confiance, l'alliance et le long terme. L'ambition de long terme. Et alors, je reviens à la problématique que je vous ai adressée là, sur la manière dont le futur est en train d'être co-créé par les uns et par les autres. On a des grandes extrêmes que sont d'un côté le transhumanisme, de l'autre côté cette envie de faire évoluer l'humain au travers, par exemple, de pratiques telles que la méditation et autres. On est vraiment là sur un continuum opposé. Vous en pensez quoi? À quoi ça pourrait ressembler l'humain dans 10 ou 20 ans, à votre avis? L'homme ne change pas. Depuis l'époque des cavernes, la civilisation évolue. Quelles seront les tendances dominantes? Si c'est la tendance de la violence qui domine, le monde n'ira pas très loin et il ira de crise en crise, de crise écologique, en crise sanitaire, en crise politique, attentats, guerre, et nous allons nous détruire. Notre renaissance est à portée de main. Mais il faut s'appuyer sur nos bonnes valeurs, sur les valeurs de l'humanisme, les valeurs qui ont été retrouvées à la fin du Moyen-Âge et qui ont fait que des individus ont pu... là, c'est pas très lumineux. Fiat Lux. C'est intéressant, au moment où on parlait de... Oui, de lumière, elles disparaissent. Oui, c'est peut-être... le capitalisme ultra-financier qui nous a entendus et qui a voulu mettre fin à notre discours. Oui, vous savez,
La Renaissance a été possible parce que des hommes, des individus ont dit « mais j'ai le droit de m'exprimer, moi. J'ai le droit de me libérer des dogmes. » Il y a exactement 5 siècles est mort le plus grand imprimeur, le plus grand éditeur de l'histoire du livre, Aldo Manuzio. Aldo Manuzio, c'était un humaniste qui s'était dit qu'il fallait sauver la créativité, la pensée en Europe et la libérer du dogmatisme médiéval. Et il s'est dit le seul moyen pour libérer la pensée, libérer l'Europe, l'intelligence européenne, c'est de faire circuler la pensée d'Aristote. Alors il s'est dit, comment faire? Il faut imprimer des livres. Alors je vais devenir éditeur. Voilà, un entrepreneur exemplaire. Il est devenu entrepreneur non pas pour faire du fric, mais pour sauver l'Europe. Ça avait du sens. Et en plus, c'est le premier éditeur centré client. Il a inventé le livre de poche pour que les voyageurs puissent emmener un livre qui ne pèse pas plusieurs kilos avec eux. Il a inventé les paragraphes, la ponctuation, tout ce qui aide la lecture. Donc il avait de l'empathie pour son futur lecteur. Voilà. Alors, ce mouvement qui a voulu libérer le libre arbitre de chacun de nous, il faut le relancer. Tout à fait. Nous sommes malades parce que depuis 40 ans, on va en sens inverse à cause du paradigme ultra-financier qui a induit une remontée de l'hyper-taylorisme, de l'hyper-reporting, du contrôle de tout et de la mesure de tout. Est-ce qu'on mesure le bonheur de l'homme? Non. Alors, mais c'est rassurant de tout mesurer. C'est la lâcheté aussi de nos dirigeants qui fait on va se réfugier derrière des chiffres. Or, les chiffres peuvent être très dangereux parce qu'ils induisent des décisions. Je rappelle que la navette spatiale Challenger a été détruite avec 12 personnes dedans parce que la veille du tir, il y a eu une téléconférence et 2 techniciens ont dit « mais il y a de la glace sur le champ de tir. Nous avons constaté que plus il fait froid, plus il y a des fuites qui se provoquent au niveau des joints des fusées à poudre. Donc, si on procède au tir de main, il y aura une catastrophe. Oui. Et on interpelle les 2 techniciens en leur disant « mais est-ce que vous avez des chiffres ?» Non, nous n'avons pas des chiffres, mais on a des évidences. Plus personne ne les a écoutées. On a procédé au tir, on a tué 12 personnes et on a détruit le prestige qu'avait acquis la NASA en donnant la Lune aux Américains. Voilà, la religion du chiffre, c'est une lâcheté, c'est une démission. Et donc ce que vous disiez, c'est que la raison pour laquelle on assiste à une nouvelle renaissance, ce qui partage aussi mon point de vue là-dessus, oui. Pourquoi on partage cette nouvelle renaissance? C'est parce qu'on a besoin d'un nouvel humanisme pour se réapproprier en fait de nouvelles lumières. Pour si nous avons le courage d'assumer nos valeurs que nous affichons mais que nous n'assumons pas réellement, alors nous pouvons reconstruire une renaissance qui sera différente de l'ancienne naturellement, mais nous pouvons reconstruire une puissance économique, donc de l'emploi, donc du bien-être et une puissance démocratique en Europe, c'est-à-dire démontrer que la démocratie a une vertu essentielle. La démocratie n'existe que s'il y a tolérance. S'il y a tolérance, on accepte, on peut faire cohabiter des gens différents. Si on peut faire cohabiter des gens différents, il y a créativité. L'histoire nous enseigne que les terres créatives sont des terres où il y a tolérance. L'Espagne avait l'or du Pérou, elle est entrée en décadence malgré tout l'or du Pérou parce qu'il y avait l'Inquisition. Et en face, Amsterdam, où on avait le droit d'imprimer des livres qui faisaient brûler l'éditeur à Paris, eh bien, Amsterdam a été un foyer florissant de développement. Donc on en revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire cette nécessité, cette importance de la diversité, de l'altérité, de savoir la respecter. Absolument. L'altérité respectée. La tolérance est une valeur humaine qui est à la base de toutes les créations de valeurs, y compris financières, dans le long terme.
pas dans le court terme, mais dans le long terme. Et on voit le parallèle qu'il y a entre la nécessité d'une biodiversité pour préserver notre planète et la diversité de préserver notre humanité si on respecte son altérité. Vous savez qu'il y a 5 siècles, à Venise, la République de Venise avait mis près du pont du Rialto une plaque disant que la lagune de Venise, c'était la muraille de Venise, et que toute personne qui portait atteinte à la lagune devait être punie comme celui qui portait atteinte aux murailles d'une cité. C'est-à-dire qu'il fallait respecter l'écologie. Les Vénitiens avaient compris qu'ils étaient solidaires, interdépendants avec la nature qui était autour d'eux. Alors, si il y a 5 siècles, ce sentiment pouvait devenir la règle d'un État, d'un petit État qui était une république aristocratique, mais une république quand même, eh bien, aujourd'hui, ça devrait être une évidence qui s'impose. Et il faut la faire passer par une éducation qui diffuse une vision complexe, une vision de la complexité, mais par une lutte sans pitié contre la corruption. La corruption est le plus grand fléau de l'humanité. On peut dire d'ailleurs que l'économie ultra-financière est une économie corrompue, puisqu'elle détruit des entreprises et des territoires pour les intérêts à court terme de minorités. Mais il y a une montée des mafias, de la puissance des mafias à l'intérieur des États, y compris en Europe, qui est tout à fait inquiétante. Bon, l'ex-Union soviétique est devenue une plus ou moins dictature mafieuse. Le Mexique est un État très profondément mafieux, mais on voit les résultats. D'autres pays en Amérique latine sont très corrompus, mais je suis à moitié italien, je suis bien placé pour dire que l'Italie est un pays où l'État est très profondément corrompu. Un spécialiste disait il y a quelques jours, les mafias du sud de l'Italie ne sont pas en guerre contre l'État, elles sont une composante de l'État. Mais en France, les livres sur la corruption de l'État et du système se multiplient et ça ne scandalise personne. Une notable, puisqu'elle a été vice-présidente du Conseil économique et social, a écrit dans un petit livre, La Boulot Diversité, que la France est dirigée par une caste mafieuse. Ça ne fait pas scandale, et c'est un livre préfacé par le président du Conseil économique et social. Ça ne scandalise normal. C'est le mépris des élites, entre guillemets élites. On peut dire n'importe quoi, puisqu'on ne fait pas partie de la caste. Tout ce que nous disons n'a pas d'importance. C'est une situation explosive. Donc, il faut insister là-dessus. Nous, on triche aujourd'hui. Il y a cette aspiration des citoyens au bien commun, au respect des uns et des autres, au respect de la nature, de l'écologie. Donc, on a inventé la RSE, la responsabilité sociale et écologique. Et en même temps, les grandes entreprises, pour la plupart, pas toutes, mais pour la plupart, continuent à avoir une stratégie uniquement de court terme et de gain maximal le plus vite possible. Il y a une contradiction. On ne peut pas à la fois afficher des valeurs sur son site internet et dire nous appliquons la RSE et en même temps faire du très court terme en maximisant les profits à très court terme. Bon, ça tue des gens en plus. Le fait qu'un médicament, un chercheur en pharmacie me disait, en citant une très grande société pharmaceutique française, pourquoi le PDG actuel devrait réduire les résultats qu'il va présenter à ses actionnaires pour développer un médicament qui ne sortira que dans 10 ans pour le bénéfice du successeur de son successeur? Il n'est pas motivé pour ça.
Oui, ce qui veut dire aussi que tout le système de rémunération et de reconnaissance, notamment des élites et des dirigeants, doit être repensé sur du long terme et un long terme de l'entreprise ou de la société, et non pas quelque chose d'individualisé. Au niveau des dirigeants des entreprises, mais au niveau des cadres, au niveau des employés, il faut des indicateurs qui favorisent le long terme. C'est ça. Et par exemple, l'efficacité d'une personne, quel que soit son niveau hiérarchique, dépend de ses performances individuelles, mais tout seul, on ne peut rien faire. Donc, il faut collaborer avec les autres. Et donc, il faudrait dire, et ce n'est pas très difficile, à chaque employé, vous serez jugé et récompensé sur votre performance individuelle et sur votre contribution individuelle à la performance des autres. C'est ça. 2 critères. Mais l'un est aussi important que l'autre. Et la performance, elle est nécessairement globale. Alors, récemment, je parlais d'innovation à la numéro 2 d'une grande direction, d'une grande société qui fait des vêtements, des cosmétiques. Elle me disait, mais comment peut-on proposer... Elle me racontait qu'elle avait proposé une innovation dans le domaine numérique et qu'on lui avait répondu, pourquoi veux-tu qu'on se casse la tête à faire des trucs qu'on ne sait pas faire alors qu'on n'a jamais eu un aussi bon chiffre d'affaires? Alors elle m'a dit, qu'est-ce que je peux répondre? Oui. Alors j'ai dit, la seule chose que vous puissiez faire, c'est montrer la courbe de l'action de Kodak sur 30 ans. En l'an 2000, les indicateurs financiers, indicateurs sérieux, montraient que c'était magnifique. En 2001, les bénéfices étaient divisés par 20. En 2003, ils passaient au numérique trop tard et 10 ans après, ils étaient en faillite. L'entreprise est morte parce que les dirigeants n'ont pas eu le courage de prendre des décisions difficiles à temps. Alors elle me dit, oui, mais vous comprenez, en plus, on a un PDG qui s'amuse à mettre en concurrence, en opposition, ces 3 grands barons. Comme ça, il est le roi parce que les barons se querellent entre eux. Alors la performance globale, non, le PDG gère son ego, il ne gère pas l'entreprise. Il trahit l'entreprise. Et c'est là qu'on revient à la notion de sagesse, parce que vous avez à peine mentionné la question des entreprises libérées au travers de Favi. Et ce qui est caractéristique, symptomatique de ces entreprises-là, c'est d'avoir, pour les dirigeants, d'avoir pris conscience que s'ils mettent en retrait leur ego, s'ils décident de penser plus globalement pour le bien commun, pour l'entreprise, pour sa pérennité, et donc de changer leur leadership, d'arrêter d'être dans un management top-down, mais plutôt bottom-up, et d'encourager la capacité et les ressorts et les talents de chacun, eh bien tout change. Absolument. Mais ça repose sur la prise de conscience du pouvoir, d'avoir envie d'arrêter d'avoir un pouvoir sûr pour encourager un pouvoir avec. Exactement. Et ceux qui en ont fait l'expérience, quand ils ont pu arriver à faire ce basculement, se rendent compte que ça apporte bien plus de choses. Pour l'entreprise et pour eux-mêmes aussi. Et donc pour la société tout entière. Et pour la société tout entière. Et on ne peut pas distinguer les deux. Je n'aime pas beaucoup l'expression « entreprise libérée » parce qu'elle donne l'impression que c'est nouveau. Et je prétends que ça a toujours existé. Le peintre Raphaël était un excellent manager de son équipe. Il essayait de faire en sorte que le petit employé, le petit ouvrier se développe et devienne un artiste. Il y a toujours eu des entreprises humanistes, à vision humaniste, et des entreprises à vision bestiale. Et il y a toujours eu concurrence entre les deux. Malheureusement, aujourd'hui, les entreprises bestiales dominent et ont réussi à nous mettre dans la tête la conviction que c'est normal, que le bon professionnel, il est méchant. Il vote peut-être à gauche, mais il se comporte au moins comme un stalinien, sinon comme un hitlérien dans le travail. Et il faut montrer que ça a toujours existé, qu'il y a toujours eu des entreprises éclairées. Et les dirigeants qui dirigent les entreprises éclairées, pour la plupart, ils n'ont pas eu besoin de faire une rupture. Ils avaient des valeurs, ils ont assumé ces valeurs et ils ont agi en fonction de ces valeurs parce qu'ils avaient envie d'agir dans ce sens. Alors, ils sont une minorité, donc montrons à la majorité que c'est leur intérêt d'agir dans ce sens s'ils se mettent dans le long terme.
Mais il faut aussi montrer que le long terme est possible. L'un des drames français et européens, c'est que nous ne créons plus depuis 50 ans de nouveaux leaders mondiaux. Nous avons de grandes entreprises, vieilles, vieillissantes, de moins en moins innovantes, qui ont seulement comme vertu de détruire de l'emploi en interne par des plans sociaux, en externe, en externalisant dans les pays à bas salaire et donc en tuant leurs fournisseurs européens. Et ces grandes entreprises étouffent les PME qui commencent à croître et qui atteignent 500 personnes. Il est très dangereux dans le système français de dépasser le plafond de 500 personnes. Et donc nos entreprises innovantes, qui sont très nombreuses, se développent et puis meurent ou disparaissent, sont absorbées, sont rachetées par l'étranger, par les concurrents étrangers. Et donc, je dis à nos politiques, vous savez très bien de faire des pépinières d'entreprises, d'aider les start-up. Ça sert à quoi de cultiver les nains de jardin? Vous aimez les petites entreprises à condition qu'elles restent petites. Vous êtes pour des mesures ouvrant les marchés publics aux petites entreprises, ce que les Américains appellent le Small Business Act, qui réserve depuis 60 ans 22% des marchés fédéraux aux petites entreprises. Discrimination positive. Alors, tous les candidats à la présidence sont pour, tant qu'ils sont candidats, ils l'oublient un an après. C'est curieux, c'est un phénomène d'amnésie. Évidemment, les petites entreprises sont moins aptes à aider un candidat aux élections. C'est ça. Donc, je reviens à la corruption. Je vais choquer sans doute certains politiques qui vont dire « Mais non, nous sommes honnêtes. » Oui, mais ils ont des amis. Ils ont trop d'amitié pour de mauvais amis. C'est des connivences. Pas nécessairement de l'argent qui passe, mais on ne va pas déplaire à nos amis avec qui on fait des dîners en ville, etc. Et on tue des gens avec le Mediator. Et le Mediator n'est pas un cas unique. Et on prend des mesures qui sont contre l'intérêt, par exemple, de la santé. Alors, il y a des méthodes. J'ai fait un manifeste avec un certain nombre d'amis sur les méthodes valeurs. Les méthodes valeurs, c'est essentiellement l'analyse de la valeur, le lean management et d'autres méthodes. Des méthodes qui ont comme caractéristique d'amener à définir quel est l'objectif, quel est le sens de l'action qu'on entreprend, de l'objet qu'on va fabriquer, pour qui on le fabrique, il doit créer de la valeur pour qui. Et ça doit être explicité collectivement, donc de façon transparente. Et ensuite, on va chercher le comment faire le mieux possible avec l'ensemble des parties prenantes, depuis ceux qui conçoivent à ceux qui vendent. Ah oui, mais il faut travailler ensemble. On n'aime pas travailler ensemble dans nos organisations où chacun est de son côté, donc ça passe pas. Obama, il y a 1 an et demi, a signé un texte obligeant l'administration fédérale à passer au crible toute décision mettant plus de 5 millions de dollars en œuvre, au crible de l'analyse de la valeur. Alors, le malheur de la méthode analyse de la valeur qui a été inventée dans les années 40, c'est que analyse de la valeur, c'est des mots du langage courant. Alors, quand vous demandez à un ministre ou à un haut dignitaire de Bercy, vous connaissez l'analyse de la valeur? Ah oui, j'analyse la valeur. Et il ne sait pas de quoi il s'agit, mais il croit savoir. Alors que c'est une méthode d'organisation de la décision et du travail très précise, mais qui est une méthode participative. Seulement, on n'aime pas participer. Quant à définir l'objectif, le chef le décide dans le secret de son bureau, puisque c'est le chef, dans le mode hyper hiérarchique français. Mais si on appliquait ces méthodes qui amènent une autre façon de travailler, eh bien, on économiserait tout de suite des centaines de milliards dans le budget. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que, puisqu'on arrive au terme du temps qu'on avait, en guise de conclusion et ramener donc à la thématique initiale, c'est-à-dire vraiment ce côté prospectif et qu'est-ce qu'on imagine pour demain avec la pluralité
des possibles convois, hein, des robots partout, des humains qui vont devenir des robots qui s'humanisent. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire en quelques mots en conclusion de notre entretien ? Il y a 3 paramètres, 3 dimensions importantes. La vision de court terme, vision de long terme. Il faut avoir le courage de la vision de long terme. La deuxième chose, c'est justement le courage. Il faut dire autour de nous que être un bon professionnel, être un bon politique, c'est d'abord une question de courage. Et il faut que nos politiques démontrent qu'ils ont du courage et il faut que nous les obligions à devenir des hommes d'État et non pas des politiciens. Des Churchill et pas des Daladier qui sauvent la paix à Munich. Et troisièmement, les valeurs. Il ne faut plus que nous ayons honte de nos valeurs, les valeurs de la démocratie, les valeurs des droits de l'homme. Il ne faut plus que nous confondions le cynisme et l'efficacité. Nous avons été cyniques en Europe lorsqu'on a vu le printemps arabe commencer en Tunisie. Et c'était honteux. Le regard que les Européens et notamment nos élites ont porté sur les Tunisiens qui entraient en révolte pour les droits de l'homme. On s'est dit, enfin, les Tunisiens, ça ne peut pas comprendre les aspirations républicaines qui nous appartiennent à nous. Non, elles ne nous appartiennent pas. Ça appartient à l'ensemble de l'humanité. Et les Tunisiens nous donnent un exemple extraordinaire aujourd'hui. Du moins, ceux des Tunisiens qui se votent et qui se battent pour les droits de l'homme et donc d'abord pour les droits de la femme. Ce n'est pas une plaisanterie de ma part. La place que l'on accorde à la femme détermine le développement ou le non-développement de l'humanité. Alors, il faut se convaincre, il faut convaincre en racontant des histoires, en montrant des cas précis de réussite et des cas précis d'échec, que nos valeurs humanistes ne sont pas une contrainte et sont le ressort sur lequel nous pouvons bâtir notre développement. Soit nous appuyons avec force, avec conviction sur les valeurs humanistes et alors on va rassembler énormément d'énergie. On va avoir des effets de traînée de poudre et nous allons nous battre pour et avec l'ensemble des hommes et des femmes voulant être libres dans le monde entier, pas seulement à l'intérieur du périphérique parisien. Hein. Bon, c'est une bataille mondiale pour la liberté, la dignité de l'être humain. Et nous réussirons. Et nous réussirons à imposer des options raisonnables, c'est-à-dire on ne gâche pas nos ressources, on ne pollue pas n'importe comment, on ne s'empoisonne pas pour être plus riche, on n'empoisonne pas la génération suivante pour nous être un peu plus riches. On est des citoyens responsables, ensemble. Soit on laisse faire et on va au désastre. Alors il faut être pédagogue. La maîtrise du changement, la réussite du changement est une question de pédagogie du changement. Il faut rassurer les gens en leur expliquant qu'ils sont capables d'être acteurs du changement, qui sont les acteurs du changement, et que l'avenir dépend de nos décisions et aussi de nos absences de décision ou de nos retards à décider. Et donc il faut y aller. Il faut y aller. Ensemble, on peut réussir, on a toutes les ressources qu'il faut pour réussir, mais on ne peut réussir qu'ensemble. Il faut l'expliquer à nos enfants et à nos grands-enfants qui sont à l'Assemblée nationale, à la tête de nos banques, etc., et à l'Élysée. Ce sont de grands-enfants qui ont peur. Alors il faut comprendre leur peur et il faut leur tendre la main, mais dans la main, on peut avoir aussi un bâton, ça peut aider quand même. Mais il faut leur montrer qu'ils ne s'en tireront pas et qu'ils auront des fins déplorables si on ne se ressaisit pas et si on n'a pas le courage d'assumer nos valeurs. Et quand même, j'entendais l'autre jour quelqu'un dire il faudrait qu'on fasse une étude pour démontrer le lien entre bonheur au travail et compétitivité. On n'a plus besoin d'études. Tout ça est démontré, c'est évident. Il faut simplement ouvrir les yeux d'un certain nombre.
Il faut y aller, mais pour ça, il faut ouvrir les yeux de ceux qui ne veulent pas voir. Merci André Portneuf pour cette conversation. Merci d'avoir donné de votre temps et d'avoir permis un nouvel éclairage à cette rubrique. Merci de m'avoir invité et merci de votre patience. Je vous en prie.